Clément va nous rejoindre dans un instant pour parler d'assurance santé dans l'heure qui suit. Et le voilà. Bonjour Merci Clément. Maxime, bonjour. Merci bien. Je te Effectivement, laisse. oui, on va reprendre tout de suite sur les questions d'assurance et de couverture santé aux États-Unis, qui sont évidemment primordiales, comme on le sait tous, ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui. On a le plaisir, en tout cas, d'être avec le spécialiste de l'assurance santé aux USA, qui est Agora Expat, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci Eric Toby, président et fondateur de Agora Expat, de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence. Merci Clémence Jopin, Customer Service General Manager, qui a rejoint Agora Expat en 2017. Et merci à Noémie Vermandel, Customer et Marketing Manager chez Agora. Ils vont tous les trois vous expliquer un petit peu le contexte d'assurance et de couverture santé aux États-Unis. Vous pouvez bien entendu poser vos questions en live, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas, c'est le bon moment et vous pourrez après prendre rendez-vous directement avec nos experts en scannant le QR code. Tout simplement, vous prenez votre téléphone, vous mettez le mode photo et vous survolez le QR code que vous verrez s'afficher. Et je vais donner tout de suite la parole à Noémie qui va nous présenter un peu Agora Expat et le sommaire de la conférence. Noémie n'est pas là, elle n'a pas réussi à se connecter tout de suite. Je ne sais pas, est-ce que peut-être Eric ou Clémence voulaient nous présenter? Oui, alors Noémie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci Clément. Noémie, je ne sais pas si elle a pris le bon lien Zoom, mais en tout cas, elle est là. Je pense qu'elle va nous rejoindre. C'est elle qui a la présentation. En quelques mots, pour ce qui est de la présentation qui va durer 1 heure, on va essayer de faire la présentation en 30 minutes et laisser le maximum de place aux questions. Voilà, j'ai renvoyé le lien à Noémie. Clément, je ne sais pas si tu la vois. Pas de problème. Alors, c'est Julien derrière qui va faire le lien. Donc, juste peut-être pour en profiter, alors quel va être le thème, quels vont être les grands thèmes abordés aujourd'hui sur la conférence? Alors, les grands thèmes qui vont être abordés aujourd'hui, on va faire une présentation en quelques mots de qui nous sommes, qu'est-ce que l'on fait, comment on peut aider les personnes qui ont des questions et qui veulent s'installer aux États-Unis, puisque le marché de l'assurance santé est un marché très complexe, surtout pour si on est novice en la matière. On va on va détailler en fait quels sont les écueils à éviter, ce qu'il faut regarder selon la situation, puisqu'on va revenir sur la situation des Français. On a ceux qui sont déjà installés, ceux qui vont arriver aux États-Unis, et puis on a ceux qui ont l'assurance santé déjà fournie et proposée par leur assureur, et ensuite ceux qui doivent assumer le coût de leur assurance. Voilà un peu le plan. Noémie nous a rejoint. Bonjour Noémie. Oui, bonjour à tous. Voilà. Je pense que tout se résout. Les problèmes techniques, on est nickel. C'est les aléas du direct, absolument. Voilà. Alors, Noémie, tu vas peut-être pouvoir nous présenter un petit peu plus en détail Agora et ce que vous proposez. Oui, bien sûr. Alors, j'ouvre juste le PowerPoint pour avoir le support pour tout le monde. Est-ce que vous voyez le support? Alors, on va le faire passer en plein écran. Est-ce que tu peux cliquer juste sur partage d'écran? C'est sur l'onglet en bas, Share Screen. Oui, ça y est, je l'ai fait. Ah oui, share. Hop. Ok. Voilà. Et ça s'affiche, merveilleux. Ok, super. Donc, moi, je suis Noémie et je vais vous présenter à la société Agora Expat. Donc, Agora Expat, c'est une société de courtage en assurance santé, une société française basée à New York, avec un siège administratif sur Paris. Donc, Agora Expat a été créé par Eric Toby il y a plus de 20 ans maintenant. Et il faut savoir que c'est le seul courtier français qui est physiquement implanté aux États-Unis, donc puisque l'équipe est présente physiquement à New York. Et concernant l'équipe, donc elle est composée de Clémence Jopin, qui est chargée de trouver les solutions d'assurance santé à l'international et aussi de gérer les partenariats assureurs. Et également Eric Toby, donc, qui est le fondateur d'Agora Expat et qui lui est sur tous les fronts. Et moi-même, donc, qui suis chargée de
de trouver les solutions d'assurance santé sur les États-Unis et de gérer les réseaux sociaux. Donc, on est tous des expatriés français installés aux États-Unis. Donc, en fait, au quotidien, dans notre métier, ça nous permet de mettre notre expérience et notre expertise à votre service pour trouver la meilleure solution en assurance santé, la solution la mieux adaptée à votre situation. Et évidemment, on tient compte de votre budget et de vos besoins en santé. Également, on vous accompagne tout au long de votre expatriation en cas de difficultés, si jamais vous rencontrez des changements dans votre situation familiale, dans votre situation professionnelle, ou alors tout simplement si vos besoins en santé évoluent, on reste disponible et on reste joignable pour modifier votre contrat, pour trouver une offre plus adaptée à votre situation actuelle. Voilà, donc voilà pour la présentation de la société et je vais passer la parole à ma collègue Clémence qui va vous présenter plus en détail le fonctionnement de l'assurance santé aux États-Unis. Donc, bonjour à tous. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, qui est l'assurance des Français et des expats, mais des Français en l'occurrence aux États-Unis. Donc, c'est toujours un sujet un petit peu compliqué quand on vient de France, puisqu'on a un système qui est quand même assez généreux en France, où on est bien pris en charge et c'est assez fluide le fonctionnement. Donc, ça fait toujours un petit peu peur d'arriver aux États-Unis, où on sait que le système est très, très, très libéral et très privatif. Donc, il faut déjà savoir qu'on peut être assuré par un employeur aux États-Unis. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez être couvert sous un contrat local américain ou un contrat d'assurance santé pour expat, donc un petit peu plus international au niveau des couvertures. Donc, dans ces cas-là, pas de problème, vous êtes couvert, aucun souci. Si c'est pas le cas, et que vous devez vous couvrir par vos propres moyens, il existe deux grandes familles en fait de contrats. On va avoir les contrats Obamacare ou les ACA-Plan, les Affordable Care Act, donc qui sont les contrats américains, et il y aura aussi le marketplace qu'on expliquera un petit peu plus tard. Et par ailleurs, on va avoir les contrats expatriés, ce qu'on appelle les IPMI plans, les International Private Medical Insurance, qui sont vraiment des contrats pas américains, mais en tout cas qui couvrent de façon globale aussi. Donc, on va rentrer dans un parallèle entre ces deux plans pour un petit peu mieux voir quelles sont les différences notoires et voir ce qui est en effet ce qui les distingue l'un et l'autre. Donc, tout ce qui est les plans Obamacare, donc les ACA-Plans, au niveau descriptif, ils sont nés avec l'adoption de l'Affordable Care Act en 2010 sous Obama, d'où le nom. C'est des contrats qui sont construits sous un modèle américain. Alors que les contrats expatriés, ça va être des contrats qui vont être beaucoup plus proches des contrats français. Donc, à la lecture, on est beaucoup moins perdu puisque ça ressemble vraiment à un contrat d'assurance qu'on peut trouver en France. Et du coup, on va beaucoup plus répondre à des besoins typiques des expatriés avec des garanties qui sont plus adaptées à des profils expats. Au niveau du fonctionnement, on va avoir au niveau des contrats américains, donc les ACA-Plans, 3 types de franchises qui peuvent exister et qui sont parfois un petit peu complexes à comprendre. Il va y avoir les deductibles. C'est en fait une franchise, une somme à débourser avant que l'assureur n'intervienne. On va avoir du copayment, c'est une participation fixe sur des soins obligatoires tels que les généralistes et les spécialistes. Et on peut avoir de la co-insurance qui est un reste à charge une fois que la franchise est atteinte. Toutes ces franchises sont en général précisées avec un montant maximum qui est le maximum out of pocket. Donc, c'est le plafond maximum de ce qui revient à la charge finalement de l'assuré. Sur les contrats expatriés, ça va être un petit peu plus simple. On va avoir une prise en charge déjà qui sera au premier euro ou au premier dollar de dépense, puisqu'on peut choisir la devise de son contrat.
On va avoir une couverture qui peut se faire au 100% des frais réellement engagés. Donc là, c'est hyper confortable et on n'a pas à faire des calculs pour savoir ce qui nous reste à charge. Mais il y a la possibilité d'appliquer des franchises quand même modulables pour éventuellement faire baisser le coût, puisque en effet, les coûts, c'est aussi un sujet au niveau de l'assurance santé aux États-Unis, puisque les contrats donc à Kaplan, les Obamacare, vont être 20 à 30% plus chers que les contrats expat, qui restent généralement beaucoup plus intéressants financièrement parlant au niveau de la cotisation. Au niveau après de tout ce qui va être formalité médicale, sur les contrats Obamacare, on va être sur des formalités très allégées, alors que sur les contrats expatriés, il va y avoir un questionnaire médical par bénéficiaire au contrat et en fonction des conditions préexistantes, il peut y avoir une surprime qui sera appliquée au contrat ou des exclusions potentielles. C'est vraiment étudié par des médecins conseils chez l'assureur qui vont étudier les cas précis. Un autre sujet qui peut être un petit peu touchy sur quand on part aux États-Unis, ça va être la maternité qui coûte extrêmement cher en effet. Sur les contrats Obamacare, la maternité est une garantie qui est totalement incluse et qui n'a pas de délai de carence. Donc, c'est un gros avantage, si on peut dire ça. Alors que sur les contrats expatriés, ça va déjà être une option. Donc, mathématiquement, ça fait forcément augmenter le tarif. Et il y aura, quoi qu'il arrive, de la carence qui est de 10 mois. On n'a pas forcément stipulé tout ce qui est optique dentaire, qui est une option à chaque fois. Et la différence, encore une fois, ça va être que sur les contrats Obamacare, il n'y aura pas forcément de délai de carence, alors qu'il y en aura sur les contrats expat, et ça va être de 3 à 6 mois en carence. Au niveau des formalités administratives, les visas sont nécessaires, sont demandés pour valider un ACA Plan, alors que sur un contrat expatrié, peu importe le visa, rien n'est demandé à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau de l'âge limite de souscription, on va être à 65 ans sur les contrats américains, alors que sur les contrats expat, on a des possibilités pour aller jusqu'à 80 ans au niveau de l'âge de souscription. Donc, ça permet quand même d'avoir en plus une flexibilité sur la partie senior. À savoir aussi que ces plans peuvent être en complément de la CFE pour les personnes qui souhaitent adhérer à la CFE. Donc, la CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. C'est le pendant de la sécurité sociale pour les Français à l'étranger. Et aussi, petit point non négligeable, c'est que sur ces types de contrats, chez nous en tout cas, on couvre à l'international. Donc ça, c'est aussi assez confortable pour les personnes qui retournent dans leur pays, en France en l'occurrence, qui font des allers-retours ou qui voyagent. Donc ça aussi, c'est un gros plus. Voilà. Donc on veut du coup enchaîner sur le slide suivant. Et il y a une petite particularité qui est aussi à noter au niveau des contrats santé aux États-Unis. Dans certains États, donc peu, puisque c'est 6 États, mais il y a une pénalité qui peut s'appliquer si on ne souscrit pas un contrat américain à Kaplan, Obamacare. Donc c'est du déclaratif, c'est sur la Californie, le New Jersey, le Vermont, le District of Columbia et Rhode Island. Sachant que de toute façon, justement, là, nous, on est là pour répondre, faire des comparatifs, savoir, parce que chaque cas va être différent, et savoir si ça vaut le coup de prendre un risque ou non. Ça, c'est vraiment à étudier au cas par cas, et on est là pour justement répondre à ces particularités-là. Voilà, je laisse la main à Eric pour la suite de la présentation. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le côté à les noter. Merci Clémence. Je sais pas, vous m'entendez correctement? Oui. Parfait. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Si vous pouvez passer le slide suivant. Donc là, Clémence vous a présenté les grandes particularités du système américain, c'est-à-dire les différentes options, les différents choix d'assurance santé. Une petite précision sur le contexte Covid aujourd'hui qui modifie un certain nombre
de points vus précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation sanitaire assez particulière. Elle a plusieurs conséquences, non seulement sanitaires, mais également économiques, comme vous le savez, qui engendrent notamment sur le point économique des pertes d'emploi. Ça pose plusieurs problèmes. On a un certain nombre de nos clients aujourd'hui qui nous sollicitent, puisque comme on le disait tout à l'heure, Clémence parlait des possibilités d'assurance. Donc vous pouvez vous être assuré aujourd'hui par votre employeur. Certains ont eu la malchance de perdre leur emploi pendant cette période compliquée. Donc pour le coup, en ayant perdu leur emploi, ça se génère, si l'assurance vous était déjà proposée par votre assureur, effectivement un besoin, puisque vous allez avoir besoin peut-être de vous assurer de façon temporaire. Et là, sachez qu'on a également des solutions, puisque vous pouvez, par exemple, le temps de la perte d'emploi, avoir besoin pour quelques mois d'une assurance. Sachez que si vous êtes déjà sous l'assurance d'un employeur et que vous perdez les garanties de l'assurance qui vous est proposée, vous avez accès à un système qu'on appelle Cobra, qui peut vous permettre, en fait, même en étant plus dans votre société d'assurance, il peut vous permettre de conserver l'assurance proposée par l'employeur. En général, c'est pendant 18 mois. La prime, la conséquence de cela, c'est que la prime de l'assurance est directement supportée par vos soins et non plus par l'employeur, donc ce qui peut générer des coûts d'assurance relativement élevés. L'autre problématique aujourd'hui, c'est que si vous vous retrouvez dans une situation sans assurance, le marketplace, on a abordé rapidement le sujet tout à l'heure avec Clémence, mais marketplace, en fait, pour simplifier, c'est une bourse d'échange d'assurance sur lesquelles nous, par exemple, en tant que courtier, on n'intervient pas, mais sur lesquelles vous pouvez trouver une assurance. C'est organisé au niveau de chaque État. Donc, posez-vous la question, ou en tout cas, renseignez-vous au niveau de chaque État. Par exemple, Californie, c'est Cover California. New York a son propre marché. La Floride également. Certains sont gérés de façon un peu différente. Donc, ça, c'est le marché sur lequel vous pouvez avoir accès à un système d'assurance si vous n'avez ni l'assurance par votre employeur et si vous avez, par exemple, des conditions médicales préexistantes qui vous empêcheraient de trouver des solutions d'assurance expat, par exemple, parce que la sélection médicale vous empêcherait d'y accéder. Sur le marketplace, la problématique qu'on peut avoir, c'est que certains sont ouverts aujourd'hui, d'autres pas, puisque vous avez des périodes de ce qu'on appelle de enrollment, donc d'adhésion, qui généralement sont en fin de chaque année. Donc, n'hésitez pas à nous interroger sur la particularité de l'État où vous allez résider ou où vous résidez déjà, puisque ça peut avoir une incidence dans le choix de votre assurance. Et on parlait tout à l'heure de l'assurance temporaire, donc c'est aussi celle que certains Français qui sont installés aux États-Unis mais qui rentrent en France peuvent solliciter, puisqu'on a par exemple ce soit des professeurs de lycée français ici ou des personnes qui rentrent pendant l'été, qui ont besoin de se couvrir pendant quelques mois à leur retour, même si aujourd'hui effectivement le contexte a modifié un petit peu toutes ces demandes. Donc voilà pour le contexte Covid. Nos solutions, alors on a plusieurs types de contrats, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est long terme. Long terme, ça veut dire en fait vous êtes soit aux États-Unis déjà installé, soit vous partez et vous êtes sous un visa, admettons, d'investisseur, vous avez un projet d'installation et de rester aux États-Unis pendant 5 ans, voire plus. Dans certains cas, vous savez que vous êtes que temporairement sur ces années aux États-Unis. Et là, vous avez, c'est ce qu'on appelle des contrats long terme. Long terme, c'est en fait au moins 1 an. Vous avez 2 cas de contrats. Les contrats qu'on va appeler premier dollar ou euros, certains peuvent être en euros, ou les plans AK dont on parlait tout à l'heure. Donc là, en fait, vous allez rentrer dans un système où la sécurité sociale française ou la caisse des Français de l'étranger, dont on parlait tout à l'heure, n'interviennent pas. Donc vous allez effectuer une dépense médicale, vous allez avoir affaire uniquement à votre assureur, qui est soit l'assureur proposé par votre employeur, soit votre assureur parce que vous avez vous-même contracté le contrat à titre privé, ou soit votre assureur que vous avez sélectionné sur le marketplace, qui est le plan AK. Pour l'autre solution qui vient en complément de la CFE,
on a un certain nombre de Français qui peuvent adopter le schéma Caisse des Français de l'étranger. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que propose la Caisse des Français de l'étranger, mais pour simplifier, la Caisse des Français de l'étranger, c'est la sécurité sociale pour les Français à l'étranger. Elle peut être particulièrement intéressante si vous êtes en partance de France, puisque là, vous pouvez, dans la continuité de votre sécurité sociale, adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. Vous allez avoir bien entendu une cotisation, donc selon votre situation familiale, et cette cotisation va vous permettre en fait de bénéficier de l'équivalent des remboursements sécurité sociale. Bien entendu, pour les États-Unis, c'est pas suffisant. Je vous donne un exemple. Si vous avez que la CFE seule, le remboursement d'une simple consultation qui peut être 23, 24, 25 euros en France d'un médecin, par exemple, peut être ici 200 ou 300 $. Et la CFE seule va vous rembourser 70%, qui est le remboursement classique en France, de cette consultation. Donc 70% sur la base Sécurité sociale France, qui est d'ailleurs 70% de 25 euros, on va dire, ça fait 15-20 $. Donc ce qui est très nettement insuffisant pour une consultation qui ici vous coûterait par exemple 200 $. Donc c'est là où peut intervenir ce qu'on appelle la complémentaire. Donc vous allez vous inscrire à la CFE et vous allez chercher à avoir en fait en quelque sorte une mutuelle qui va assurer le remboursement de ce qui n'est pas remboursé par la CFE. Si vous êtes à l'inverse déjà installé aux États-Unis, vous êtes rentré de France parti de France depuis plus de 3 mois, ça peut être moins intéressant parce que la CFE va vous obliger à vous réinscrire. Vous allez avoir une carence de 6 mois pour avoir accès de nouveau aux droits à sécurité sociale. Donc cette carence qui vous exonérera pas du paiement de la cotisation. Donc c'est aussi à prendre en compte. Si en plus vous êtes depuis plus de 2 ans sorti du système français, vous pouvez aussi avoir des paiements d'arriérés de cotisation CFE. Donc faites le calcul entre ce que coûte la CFE, ce que peut coûter votre complémentaire CFE, c'est-à-dire l'assureur qui va agir en tant que mutuelle, versus un contrat où vous ne faites pas, où la CFE ne rentre pas en ligne de compte. Des contrats, ils peuvent être en dollars, donc il y a l'impact de change aussi qui joue. Donc parfois, un contrat premier dollar peut être plus intéressant. Sur le court terme, alors le court terme, on en parlait également tout à l'heure, plusieurs cas de figure. Les étudiants qui vont avoir besoin de se couvrir temporairement, ils savent qu'ils sont aux États-Unis, par exemple, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ou des périodes plus courtes parfois. Donc là, il existe des contrats qui sont assez souples, assez simples à mettre en place, couverture assez compréhensible dans le fonctionnement, puisque c'est généralement du 100%. Elle peut aussi intervenir en complément de la CFE, dont on parlait tout à l'heure. Et ce type de contrat peut servir aussi, comme on l'expliquait, pour vous couvrir, que ce soit pour des missions professionnelles temporaires. On a beaucoup de clients avec le contexte Covid qui ont eu des difficultés à obtenir leur visa puisque les délais ont été plus longs. Donc, du coup, ils ont été obligés de se couvrir temporairement le temps de leur séjour aux États-Unis. Donc, tout ça, ce sont des solutions qu'on peut étudier avec vous. Même chose si vous avez également des voyages, des laps de temps entre 2 systèmes de couverture. Parfois même, vous pouvez avoir l'assureur de votre employeur, mais les garanties ne fonctionnent pas dès l'entrée dans la société. Vous avez une sorte de période d'attente. Donc, tout ça, ce sont des solutions qui peuvent être intéressantes à explorer lorsqu'il s'agit de court terme, donc on va dire moins d'1 an. Voilà en gros pour les différentes solutions qui existent en termes de couverture. On va aborder maintenant la partie coût. On a pris quelques exemples entre les ACA plans, donc les plans Obamacare et les plans d'expatriés, vulgairement, donc qu'on appelle expatriés, c'est les plans IPMI. Pour un célibataire, 2 exemples. On a pris un exemple pour un célibataire de 30 ans et une famille de 45 qui peut avoir 2 enfants notamment. Si vous êtes sur un plan ACA plan, il faut que vous budgétiez à peu près entre 500 et 600 $ par mois d'assurance. Ça sera, comme on le disait tout à l'heure, Clémence le précisait, sur du contrat d'expatrié. En général, ça va être 30% moins cher, donc on sera plutôt sur des tranches entre 300 et 400 $ par mois. Pour une famille, comptez entre 2000 et 2500 $ par mois pour un plan ACA plan. Vous serez plutôt entre 1500 et 2000 $ pour un contrat d'expatrié.
Sachez qu'en fait, dans ces exemples, c'est une fourchette. Vous avez toujours la possibilité d'intervenir sur la prime. Alors, vous allez avoir différents curseurs. Soit vous voulez une solution d'assurance complète sur laquelle vous n'aurez pas de plafond, pas de restriction de nombre de visites, pas de déductible, pas de copayment, donc en fait un reste à charge minimum. Là, effectivement, ça aura plutôt tendance à faire augmenter votre prime d'assurance. Soit à l'inverse, vous avez un budget limité ou même si votre budget n'est pas limité, vous pouvez en tout cas avoir des besoins uniquement pour vous couvrir, par exemple, en cas de gros pépins, parce que vous êtes en excellente santé, vous allez très peu de fois chez le médecin. Et là, vous pouvez, à l'inverse, bouger le curseur, en fait, de la franchise ou des déductibles et faire en sorte qu'il soit plus élevé. Donc, si vous avez un événement, s'il y a très peu de visites médicales, ça vous importe peu. Et lorsque vous aurez un événement, par contre, médical, qui peut être une hospitalisation, là, vont s'appliquer la franchise où vous allez avoir un reste à charge. Mais souvent, vous pouvez bouger ces curseurs pour diminuer la prime de votre contrat et celle que vous allez payer. Je vous montre là le coût moyen de l'assurance. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Kaiser Foundation qui reprend l'évolution du coût de la santé aux États-Unis sur les 10 dernières années. Alors, c'est pas franchement une bonne nouvelle parce que vous voyez que la courbe, elle augmente quand même de façon impressionnante. Puisque aujourd'hui, ça c'est les statistiques de 2019, ça reprend les chiffres précédemment qu'on vous communiquait, puisque pour un célibataire, ce qu'on appelle un single coverage, vous êtes en moyenne à 7 000 $ par an, et pour une famille, on est à plus de 20 000 $ par an en 2019. Sont des prix qui ont quasiment presque triplé en 10 ans. Donc, ça a un impact important dans votre organisation. Je sais que pendant toute la journée, vous avez différentes conférences. Vous en avez une ce matin sur les budgets à prévoir pour votre installation. Eh bien, la santé, c'est également une part importante qui, selon les États où vous êtes, peut représenter le premier ou le deuxième budget après votre logement. Voilà pour ce qui est des coûts. Je reviens toujours dans les coûts, je reviens sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction des curseurs, selon où vous allez mettre les niveaux de reste à charge, vous allez pouvoir avoir de fortes variations de coûts, puisque là, on vous montre sur le tableau les différences. Donc ça, c'est un exemple pour un célibataire. Hein, on était, comme on disait, entre 500 et 600 $ par mois. Vous allez retrouver ces exemples, puisque soit vous allez être sur un coverage catastrophique. Donc catastrophique, c'est comme son nom l'indique, est bien le cas de coup dur, mais ça peut être suffisant pour certains. Comptez aux alentours de 300 $ par mois. Et ensuite, vous allez avoir différents niveaux de plans. Alors là, on a montré ces exemples sur les Américains, en fait, choisissent des couleurs métalliques pour déterminer les niveaux de plan. Ça va généralement du plan bronze, silver, gold ou platinum. Donc, plus le métaux est précieux et cher, plus votre assurance aussi en fonction l'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un plan bronze, par exemple, vous le voyez, qui coûte en moyenne 415 $ par mois, versus un plan platinium 732, c'est presque le double. C'est quoi la différence? Eh bien, sur un bronze, en général, vous allez être remboursé qu'à hauteur de 60%. Donc, il y a un reste à charge qui peut être relativement conséquent. C'est ce qu'on appelle le co-payment, en fait. Le co-insurance, c'est-à-dire la part qui vous incombe. Donc, bronze, c'est généralement 40%. Silver, ça va être 30%. Gold, 20%. Platinum, c'est 10%. Par contre, il n'y a pas de co-insurance. Donc, ce qu'il faut regarder dans ces plans-là, c'est effectivement la variante de coût que ça représente pour vous, mais aussi le reste à charge. Clémence parlait du out of pocket tout à l'heure. Ça, c'est sur les plans américains. C'est une sorte de plafond qui, au pire des cas, worst case scénario, comme on dit, va être le coût maximum à votre charge. Donc, si par exemple vous êtes sur un plan bronze, imaginons que vous êtes sur un plan bronze, vous avez un niveau de couverture à 60%, vous avez un out of pocket. Alors, parfois les out of pocket peuvent être énormes, mais prenons l'exemple, il est de 7 000 $. Vous avez une hospitalisation, casser un bras ou autre, vous avez une hospitalisation de 10 000 $. Sur un plan bronze, l'assureur va vous rembourser 60%. Donc, il restera 4 000 $ à votre charge. Et ça va compter dans votre out of pocket. Si votre out of pocket est supérieur aux 4 000, eh bien, vous aurez l'intégralité des 4 000 à votre charge.
Si par contre votre out of pocket est de 2000, admettons, bien là, ça sera les 2000 à votre charge et les 8000 restants de l'hospitalisation seront remboursés par l'assureur. Voilà pour les exemples de coûts. Comme on le disait tout à l'heure, ce qui est important, et nous en tant que courtier, c'est notre rôle, c'est d'abord de connaître votre situation, vos besoins. Également, quand on dit situation, c'est pas seulement professionnelle et financière, c'est aussi votre situation de santé. Est-ce que vous avez des situations qui nécessitent, par exemple, un suivi médical particulier? Est-ce qu'il y a, je vous donne quelques exemples, est-ce qu'il y a une maternité qui est programmée ou en cours? Est-ce que, par exemple, vous attendez un jeune enfant qui va engendrer des soins de pédiatre, de visites de routine plus fréquents? Donc, tous ces éléments, ça, c'est des choses qu'on va regarder. Non seulement l'état où vous êtes, votre situation financière, familiale, vos besoins en santé pour vous aider à mieux vous aiguiller sur la solution qui correspondra le mieux. On parlait de logement tout à l'heure, mais c'est un peu pareil. Si vous êtes une famille de 4, votre broker immobilier, il va avoir besoin de connaître vos besoins, vos souhaits, comment vous êtes organisé pour bien vous conseiller. Pour l'assurance, c'est un peu pareil. Et ensuite, on va essayer d'optimiser le coût et les garanties en fonction. Je crois qu'on a fait le tour. On arrive à la fin de la présentation. Nos partenaires, alors nous, en tant que courtier, souvent les questions qui peuvent nous être posées, c'est quel est votre rôle ou quelle est la différence entre passer en direct par un assureur ou passer par un courtier. Noémie disait à l'entrée au démarrage de la conférence, nous, en tant que courtier, on est sur place ici aux États-Unis. Donc, vous avez un contact direct, on connaît bien le marché, ce que connaîtra pas forcément nos partenaires en direct qui traitent des expatriés ou des Français non résidents qui peuvent être en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est, dans différents pays. Donc, on a cette particularité-là. Sachez qu'il n'y a pas de coût supplémentaire entre le tarif qui va être annoncé par nos partenaires et celui qu'on vous propose. Vous pouvez nous consulter, il n'y a pas de frais de consultation spécifiques, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et là, les partenaires avec lesquels nous travaillons, vous n'allez pas tous les retrouver pour les États-Unis, puisque certains ne vont pas travailler aux États-Unis, mais vous allez retrouver de grands noms qui permet d'avoir un gage de sécurité. Ce qui est important aussi à regarder, c'est quelle est la solvabilité de la compagnie d'assurance que vous allez sélectionner. Donc nous, on les sélectionne déjà en amont puisqu'on va regarder un petit peu leur solvabilité, est-ce qu'ils sont présents sur le marché depuis longtemps, quelles sont les offres qu'ils proposent, est-ce que c'est souple, est-ce que les tarifs sont intéressants, voilà. Donc ça, ce sont les partenaires avec lesquels nous travaillons pour les États-Unis. Pour nous contacter, là on a volontairement fait une présentation rapide pour laisser la place aux questions, mais on a, comme c'est le but de toute la journée, en fait, là, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous trois sur le créneau de l'après-midi, si vous le souhaitez, ou de fin de soirée si vous êtes en France, ou fin de matinée si vous êtes sur la côte ouest. En tout cas, vous pouvez nous consulter, prendre rendez-vous sur notre site, consulter notre site, nous appeler. On est relativement accessible, donc n'hésitez pas à nous solliciter à ce niveau-là. Merci Eric. Effectivement, tout simplement, vous pouvez scanner le QR code que vous avez vu et que je vais repartager tout à l'heure. On a une question de Pierre qui dit être en contrat local ici avec une assurance santé employeur et voulait savoir s'il y avait un intérêt à souscrire à une assurance complémentaire, sachant qu'il a déjà la CFE. Je vais répondre à cette question, mais après Noémie et Clémence, elles pourront répondre aux autres. S'il a déjà une assurance fournie par son employeur, il n'a pas systématiquement d'intérêt à prendre une autre assurance. S'il est satisfait de l'assurance proposée, le but c'est qu'il n'ait pas 50 assurances qui vont faire double usage. Là où il y a un point important, c'est que s'il est sur l'assurance proposée par son employeur, il est probable qu'il bénéficie d'une assurance américaine. Donc l'assurance américaine,
selon l'endroit où il se situe et selon l'extension des garanties proposées, souvent, vous pouvez être limité au niveau des garanties, notamment au niveau de l'État. Par exemple, vous vous trouvez, je prends le cas en Floride, vous avez votre employeur qui vous fournit l'assurance santé et en Floride, l'assurance que vous avez vous couvre, mais uniquement dans l'État de Floride. Donc, ça dépend quelle est votre profession. Parfois, on a des assurés qui peuvent être amenés à se déplacer en dehors des États-Unis ou même à l'intérieur des États-Unis et leur niveau de couverture n'est pas suffisant parce qu'elle est limitée à l'État où ils sont. Donc, dans ce cadre-là, dans ce cas-là précis, il peut effectivement avoir besoin de s'assurer et de prendre une assurance spécifique, qui sera une assurance détachée, non pas complémentaire. Il pourrait prendre une assurance complémentaire et alors souvent on peut avoir des systèmes où on a ce qu'on appelle une primary insurance, une secondary insurance. Ça peut être le cas si notamment il a dans son assurance un fort déductible ou un fort reste à charge. On peut avoir des assurés qui nous disent moi j'ai besoin d'une assurance parce que mon déductible est tellement élevé que j'ai besoin d'avoir quelque chose en plus qui va couvrir mon déductible. Donc ça, c'est possible. Mais sinon, si l'assurance de son employeur est très généreuse, il estime qu'elle est suffisamment complète pour répondre à ses besoins, il n'aura pas forcément d'intérêt à prendre une assurance complémentaire. S'il rentre en France, il prend une assurance temporaire. S'il se déplace en dehors des États-Unis et qu'il n'est pas couvert, il peut prendre une assurance temporaire. C'est des contrats, on prend pour 15 jours, 1 mois, 2 mois. Ça sera beaucoup moins cher que de prendre une complémentaire à l'année. D'accord, merci. Je ne sais pas si Clémence ou Noémie voulaient préciser quelque chose sur cette question. Non, c'est complet. C'est bien complet. Ok, super. Il y a une question qui revient souvent aussi, c'est de savoir quelles sont les modalités de résiliation ou aussi quand on rentre en France, comment ça se passe, quel est le suivi et voilà, comment ça se passe au niveau des assurances. Clémence, vous voulez répondre ou Noémie ? Oui, alors pour tout ce qui est résiliation, dans tous les cas, il y a le retour en France déjà, en tout cas le retour dans son pays d'origine. Lorsqu'on n'est plus expatrié, le contrat n'a plus lieu d'être, donc c'est un motif de résiliation hors échéance, puisqu'il y a toujours la possibilité de résilier son contrat à échéance. Donc de façon annuelle sans avoir de motif particulier quand on respecte la date d'échéance et le préavis. Il y a aussi alors si il y a eu un changement de situation lié à une perte d'emploi, ça peut être aussi un motif de résiliation qui permet aussi d'être hors cadre échéance. Et pour tout ce qui est retour en France, il y a une période en effet de tolérance de l'assureur, ce qui permet, qui est en moyenne, si je me trompe pas, à peu près d'1 mois ou 2 maximum. Après, ça peut être négociable, qui permet justement de faire les démarches administratives nécessaires quand on revient au pays et de pas se retrouver du jour au lendemain sans assurance du tout. Donc, pendant cette petite période, l'assureur couvre encore les frais qui peuvent être effectués en France, malgré le retour. Petite précision que je rajoute en complément de ce qu'a dit Clémence. Lorsque vous êtes français et vous êtes dans le sens États-Unis-France, et que vous n'êtes plus dans le système français, on a eu beaucoup de retours cet été. Si vous étiez couvert par votre employeur, effectivement, vous n'aviez pas d'assurance. Vous pouviez avoir la CFE, donc ce qui permet de faire la jonction justement avec la sécurité sociale. Mais il faut savoir que si vous êtes sorti du système et vous rentrez, c'est-à-dire vous redevenez résident en France, vous allez de nouveau, à condition d'avoir le passeport français, bien entendu, mais vous allez de nouveau avoir la sécurité sociale. En temps normal, pour retrouver ses droits à la sécurité sociale, vous avez ce qu'on appelle un délai d'attente ou une carence de 3 mois. Et compte tenu du contexte Covid, en fait, ce délai de carence actuellement a été supprimé. Donc aujourd'hui, vous pouvez rentrer en France, vous aurez la sécurité sociale sans devoir attendre les 3 mois. Parfois, le système est assez long parce que techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire si vous n'êtes pas à la CFE? Il faut que vous vous réinscriviez à la caisse primaire d'assurance maladie d'où vous allez être. La caisse primaire d'assurance maladie, parfois ils avancent à
la vitesse de la lumière éteinte. Donc, du coup, il faut mieux prévoir. Donc, on peut être amené, on a des clients, par exemple, qui disent, je rentre en France. Alors, soit ils ont déjà un contrat d'expatriés parce qu'ils nous ont sollicité. Et là, effectivement, comme disait Clémence, la couverture peut être étendue d'1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de retrouver ses droits. Soit ils ont pas ce système et on peut mettre en place pour eux un contrat, là, justement, temporaire. Généralement, on le met sur 1 mois et 1 mois, ça permet, de préparer son retour et puis de faire la jonction avec la sécurité sociale. Super, merci pour ces réponses. On a une autre question de savoir si les époux de nationalité américaine peuvent-ils être couverts par une assurance expat? Est-ce que c'est une possibilité? Il y a une deuxième partie de la question qui est de savoir si un expat naturalisé américain qui n'a pas abandonné sa nationalité française peut aussi avoir cette assurance expat. Oui, c'est possible. En fait, les restrictions qui peuvent figurer dans les contrats d'expat, c'est il faut que le souscripteur, donc l'adhérent principal, donc ça peut être une personne morale d'ailleurs, mais sinon, si c'est une personne physique, il faut qu'elle soit de nationalité autre qu'américaine. Elle peut avoir la double nationalité, donc passeport français américain, ça pose aucun problème. Donc à partir du moment où le souscripteur principal du contrat a la double nationalité ou une nationalité autre que française, tous ses ayants droit, c'est-à-dire conjoints, époux, etc., enfants, peuvent effectivement être bénéficiaires du contrat. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La seule contrainte qu'on aurait, c'est par exemple une personne qui nous sollicite, qui dit je suis américain, et je veux un contrat d'expat pour me couvrir aux États-Unis. Là, s'il n'y a pas de double nationalité, on ne pourra pas lui proposer le contrat d'expat. D'accord. Ok, merci. Est-ce que, alors forcément une question qu'on vous pose souvent, est-ce que passer par un courtier en assurance revient plus cher finalement que de passer directement? Noémie va répondre parce que elle sait répondre à cette question et on lui la pose souvent. Alors non, comme disait Eric tout à l'heure, en fait, le fait de passer par nous, en tout cas, par Agora Expat, ça revient pas plus cher puisqu'on n'applique pas de frais sur le client. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est rémunéré par la compagnie et pas par le client. Donc en fait, vous aurez le même tarif que vous passiez par April, par exemple, ou par Wellaway directement, ou alors que vous passiez par nous. La seule différence, c'est que si vous passez par nous, vous aurez un interlocuteur supplémentaire. Donc, si vous rencontrez, comme on disait plus tôt, des difficultés, donc voilà, si vous avez des changements dans votre situation, vous avez un interlocuteur supplémentaire. On est toujours disponible pour répondre à vos demandes, à vos besoins. Donc c'est avantageux de passer par nous. D'accord, merci. Et surtout, pardon, je rajoute un point, comme le disait d'ailleurs Noémie dans la présentation, nous sommes, que ce soit Noémie ou Clémence ou moi-même, nous sommes nous-mêmes aux États-Unis installés. Donc les problématiques que vous rencontrez en tant que Français, vous pouvez être aux États-Unis depuis longtemps ou juste arrivé, les problématiques que vous rencontrez sont les mêmes que celles que l'on a. Donc moi j'ai souvent des clients qui m'interrogent et qui me disent et vous Eric, qu'est-ce que vous avez comme assurance? Donc bon, le conseilleur n'est pas le payeur, donc c'est compliqué, mais et la situation de chacun étant spécifique, mais on connaît bien la particularité, on a souvent des questions, alors principalement des Français qui viennent aux États-Unis, qui sont toujours surpris par comme on disait, le coût de l'assurance, mais il faut relativiser parce que en France, souvent, on ne le voit pas. On a l'impression que la santé est gratuite, etc. Bon, les coûts, effectivement, sont moins chers, mais quand on décortique un petit peu ce que coûte la santé, les différences sont pas aussi énormes entre la France et les États-Unis pour une raison simple. Si vous prenez les charges sociales qui s'appliquent pour la partie santé en France, entre les charges sociales et salariales, vous arrivez souvent à des cotisations qui sont de l'ordre de 13-14% de vos revenus. Et aux États-Unis, même si le coût de la santé est énorme, en général, les revenus sont un peu plus élevés malgré tout. Donc, si vous prenez 13 ou 14% de votre revenu américain,
c'est généralement pas ce que ça vous coûte au niveau santé. Donc, il faut quand même relativiser cet aspect-là. Revenons sur la question, est-ce que c'est plus cher courtier ou pas? Et l'avantage, c'est que d'une part, on est sur le même créneau horaire que vous. Si vous êtes sur la côte ouest, on a 3 heures de décalage. Donc, si vous voulez appeler votre assureur et vous êtes à Los Angeles ou San Francisco, il est 10 heures du matin chez vous, il est déjà 19 heures en France. Vous n'avez plus personne en France. Vous, dans votre cas, vous pouvez nous appeler. Vous avez un problème, on va intervenir pour vous. On connaît bien les situations, on connaît les écueils à éviter. Donc, c'est important que vous fassiez les démarches plutôt avec des gens locaux. C'est toujours un service supplémentaire, voilà, qui de surcroît est gratuit. Super, merci. Rachel nous demande, elle vient d'arriver aux États-Unis en contrat local, et elle a une assurance santé employeur, et elle demande si c'est obligatoire de s'inscrire à la CFE pour avoir la jonction avec la sécurité sociale française. Alors, je pense, je prends la question, mais après, si Noémie et Clémence veulent rajouter des éléments. En fait, c'est pas obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire aux États-Unis. Simplement, si vous prenez la CFE, il y a un avantage, c'est que il n'y a pas de sélection médicale. Donc, nous, on a des clients, par exemple, qui se disent, tiens, je vais prendre la CFE parce que même si les niveaux de remboursement ne sont pas très élevés, en tout cas, à minimum, ça va me couvrir pour mes dépenses et souvent, ça peut couvrir une partie des co-payments ou du reste à charge que son assureur local ne prendrait pas. Ça a aussi un avantage, c'est que si vous êtes sur une assurance locale américaine, vous n'êtes pas couvert généralement quand vous rentrez ou quand vous êtes en dehors des États-Unis. Donc la CFE, l'avantage peut vous permettre d'être couvert lors de vos retours en France et puis peut vous permettre, comme on le disait un petit peu plus tôt précédemment, si vous avez un retour définitif en France, de faire la jonction avec la sécurité sociale. Il faut bien regarder combien ça coûte. Donc, vous pouvez aller sur le site directement de la CFE, c'est www.cfe.fr. Vous estimez le coût et regardez si c'est intéressant ou pas de le prendre parce que la CFE, vous pouvez pas le prendre juste quelques mois. Vous avez des formules chez eux qui peuvent vous couvrir que pendant vos séjours en France et des formules un peu plus complètes, mais ça sera pas du temporaire. Donc, il faut bien analyser ce que ça coûte, qu'est-ce qu'on a en garantie et est-ce que ça vaut la peine de le prendre. En tout cas, c'est pas obligatoire. En tout cas, sachez que chacun décide de prendre ou pas la CFE. D'accord. Merci Eric. On a une question très concrète d'Erika qui demande quel plan d'assurance prendre avec un visa B2 de 180 jours pour s'assurer contre des accidents plutôt de la route ou domestiques. Clémence, vous voulez peut-être… Oui, je vais répondre. Déjà, là, si c'est un séjour temporaire, on va déjà s'orienter vers une assurance temporaire. Donc, les assurances temporaires sont là déjà pour s'assurer pour une période définie. Donc, on choisit au préalable le temps de durée en sachant que c'est minimum 15 jours et après, c'est par tranche, on va dire, de 15 jours à peu près. Donc, on choisit pas non plus un nombre de jours très précis, mais bon, plus 1, 2, 3 mois, on va dire. Et alors s'assurer uniquement pour les accidents de la route, non. Ça va être des assurances qui vont permettre de couvrir en cas d'accident et ou de maladie inopinée. Donc si effectivement une personne se fait mal d'une certaine façon, que ce soit domestique ou ailleurs, finalement que c'est un accident, elle peut aller se faire soigner. Dans ces assurances quand même temporaires, ce qui est pas mal, c'est que comme c'est quand même destiné à une population expatriée, il peut y avoir des garanties intéressantes comme la responsabilité civile, l'assistance rapatriement. Donc, c'est assez complet. Ça reste nettement moins cher qu'une assurance dite standard. Donc, ça peut être le bon compromis, en effet, pour un séjour de courte durée où on veut vraiment s'assurer qu'en cas de pépin, très clairement. Oui, B1, B2. B1, B2 sur, par exemple, c'était donc séjour de 6 mois, c'était la question.
je prends l'exemple parce que la question c'était sur les accidents de la route. Alors, si la personne est en B1, B2, généralement, ce qu'elle fait, si par exemple elle a un véhicule, elle loue un véhicule. En général, ils vont pas acheter le véhicule, elle loue le véhicule. C'est toujours la question qu'on peut avoir. Est-ce que je prends l'assurance en plus de la voiture, ce qui va rajouter 10, 15 $ en plus, etc. Bon, en général, nous, on va le conseiller de le prendre. Mais les assurances temporaires qu'on propose, elles vont couvrir pour toutes les causes. Donc, que ce soit un accident de voiture, vous êtes responsable ou pas, peu importe. Si vous avez un accident, enfin, si vous avez une maladie quelconque ou autre, vous serez aussi couvert. Vous faites un malaise, vous serez aussi couvert. Et ça, ce sont des formules qui sont pas très très chères. Et vous allez décider de couvrir soit la médecine courante en plus, c'est-à-dire vous dites ah bah tiens, je veux aussi être couvert si je veux voir mon médecin, si j'ai une grippe ou autre ou pas. On parle, si vous avez moins de 30 ans, sur ce type de contrat, on parle à des contrats qui vont coûter entre 70 et 100 $ par mois. Hein, c'est à peu près le prix. Donc, c'est pas non plus des contrats très très chers. Voilà. Après, si vous êtes plus âgé, il y a d'autres solutions, ce sera un peu plus cher, mais voilà à peu près ce qu'il faut budgéter sur du contrat temporaire. Clément? Je crois qu'on a perdu Clément. Noémie? Oui, moi je suis là. J'entends pas Clément non plus. On a perdu l'organisateur, je crois. Je vais prendre une autre, peut-être des questions classiques que l'on a en attendant que Clément revienne. Les questions souvent qu'on peut avoir, c'est comment, pour la maternité, je reviens puisqu'on en a parlé quelques instants, mais c'est important. On a souvent des clients qui peuvent être en France. Il y a une maternité qui est déjà en cours. Et là, c'est déjà plus problématique parce que ça va limiter le choix. De façon générale, dès qu'il y a soit une maternité, soit des conditions médicales préexistantes. Alors, être enceinte, c'est pas une condition médicale préexistante, mais techniquement, chez les assureurs, ils vont le considérer comme tel. Tout ça, ça nécessite qu'on se penche parce que ça va limiter le choix. Nous, on nous arrive de donner des conseils en disant, bah voilà, dans cette situation, vous êtes enceinte, il n'y a pas 50 solutions, il faut que vous preniez un plan du marketplace, un plan AK compliant, parce que ça sera le seul qui va vous couvrir sans délai d'attente et sans plafond. Même chose s'il y a des conditions médicales particulières, je pense aux maladies cardiovasculaires, hypertension. Bon, hypertension, ça dépend du niveau, mais tout ce qui est cardiovasculaire, les assureurs, en tout cas expatriés, font très attention à cet élément médical. Donc, ça peut poser problème. C'est là, justement, où nous, parfois, on intervient parce que on peut être amené à pousser le dossier ou, en tout cas, solliciter l'assureur de sorte qu'il puisse peut-être envisager, malgré tout, une couverture, mais avec des conditions peut-être un peu différentes. Donc, tout ça, faut bien analyser. Le point médical est la première chose, en fait, qu'un broker, qu'un courtier ou un assureur devrait regarder, non pas seulement le tarif, parce que ça va déterminer ce qu'on fait. Je crois qu'on a retrouvé Clément. D'ailleurs, il y a plusieurs questions. Ouais, T'étais tombé dans les pommes, Clément, si tu j'ai eu un petit malaise vagal. Ton malaise vagal, il sera couvert. Super. C'était donc une question. Non, navré. Petit problème technique. J'ai une question de Val qui demande son mari et elle sont adhérents d'April International. Est-ce qu'il est possible pour leur société de prendre leur dossier ou c'est trop tard? Vous bossez avec eux? Non, alors, ils peuvent nous appeler. S'ils sont déjà passés en direct avec eux, ils peuvent nous appeler en direct. C'est tout à fait possible. Comme je disais tout à l'heure, si quand vous êtes adhérent, vous pouvez l'être à titre individuel, c'est-à-dire vous payez votre prime, ou vous pouvez l'être à titre moral. En fait, vous êtes souscripteur du contrat, donc en l'occurrence, ça peut être l'entreprise. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir
intérêt à faire en sorte que ce soit votre entreprise, surtout si vous êtes en entreprise personnelle, en S-Corp ou même en Inc. D'ailleurs, à faire en sorte que la prime d'assurance soit payée par votre entreprise parce que vous allez le déduire de vos charges d'entreprise, que vous ne pourrez pas faire systématiquement à titre individuel puisqu'il y a des conditions de déductibilité des primes d'assurance. Donc, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler s'ils ont déjà chez April. Ils nous envoient un mail, on peut leur indiquer ce qu'il faut faire. C'est pas très compliqué. S'ils ont déjà leur contrat en cours, on fera un changement de souscripteur du contrat, en fait. Ok, super, merci. Et avant, Eric, alors je rebondis sur ce que tu disais avant sur les différences entre les États, les différences de coûts d'assurance santé entre les États. Est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur de différence ou quelques exemples? Oui. Alors, je vais te prendre 2-3 exemples parce que nous, nos clients, évidemment, la communauté française et French Morning, vous êtes les mieux placés pour le savoir en fonction de vos lecteurs. Il y a plus de lecteurs de French Morning à New York, à Miami ou en Californie que au fin fond du North Dakota. Et encore, salutations, comme dirait quelqu'un, à nos lecteurs de French Morning du North Dakota. Mais effectivement, votre assurance va vous coûter probablement plus cher à New York ou en Californie que si vous êtes, je sais pas, en Louisiane, par exemple. Parfois, ça peut varier du simple au double. Les coûts moyens que j'indiquais tout à l'heure, c'est en les coûts standards. Quand je parlais pour une assurance pour un célibataire aux alentours de 400-500 $, un peu moins si vous êtes sur un plan d'expat, effectivement, ça peut être plus cher en Californie ou à New York. Ça, c'est si vous êtes sur un système d'assurance américain. Si vous êtes sur un système d'assurance santé expatrié, il n'y a pas de différence de coût. Peu importe où vous soyez. Le coût, il va être lié uniquement en fonction de votre âge et non pas de l'endroit où vous vous situez. D'accord, super. Écoutez, merci à vous trois, à moins qu'on ait une nouvelle question qui sorte, mais je crois que de toute façon, le plus simple aussi. Une question, Clémence. Oui, j'ai juste vu une petite question pendant que ça avait bugué d'une personne qui demande est-ce qu'il y a toujours une taxe si l'assurance santé n'est pas Obamacare compliant? En fait, juste pour répondre rapidement, au début de la présentation, on l'a mentionné, il y a 6 États où c'est obligatoire obligatoire en tout cas, où il peut y avoir une pénalité. Elle n'est pas systématique, il faut quand même se faire contrôler, mais il peut y en avoir une. Donc, il y a 6 États. Donc, c'est pas obligatoire dans tous les États-Unis. Et là, encore une fois, il faut pas hésiter à nous contacter pour un peu regarder quelle est votre situation, où vous allez et faire un petit peu l'analyse en fonction du revenu, s'il y a pénalité, combien ça peut valoir, etc., etc. Mais c'est pas… Sur cette question, juste un point pour la pénalité. Les 6 États dont parle Clémence, donc il faut savoir que cette pénalité a été mise en place de nouveau puisqu'elle avait été supprimée, mais ces 6 États ont décidé de la remettre en place à compter du 1er janvier 2020. Donc, c'est-à-dire cette année, si vous êtes dans l'un de ces 6 États, faites attention parce que ça, c'est toujours à décaler, si vous voulez, parce que la pénalité, lorsqu'elle s'applique, c'est sur vos revenus fiscaux de l'année précédente. C'est-à-dire, quand vous allez 2020, vous allez faire votre déclaration fiscale pour mars 2021. Donc, en mars 2021, si effectivement vous résidez par exemple, Californie, notamment, vous pouvez avoir cette pénalité fiscale, comme disait Clémence, il faut bien analyser parce qu'elle peut être inconséquente dans certains cas puisqu'elle est liée directement à vos revenus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer cet élément parce que nous, ce qu'on va regarder, c'est vos âges, où vous résidez et vos besoins. Et en fonction de ça, on peut vous faire des propositions, un devis, on va l'étudier, on va faire du sur-mesure en fait. Parfait, transition parfaite pour vous dire de vous contacter. Merci à vous trois. Merci Eric, merci Clémence, merci Noémie. Vous pouvez bien entendu donc prendre rendez-vous avec nos 3 panélistes directement en scannant. Donc je répète, simplement en scannant avec votre téléphone pour prendre rendez-vous, vous arriverez directement sur la page de prise de rendez-vous. Et sinon, vous allez sur bienvivreausus.com et vous retrouverez prendre rendez-vous avec nos speakers. Et tout de suite, on va se retrouver pour la suite du programme
en salle 1, ici, c'est moi qui vous retrouve directement pour les questions sur l'actualité juridique pour les familles françaises aux US. Et en salle 2, ce sera acheter, investir à Miami et en Floride. Je vous dis à tout de suite en salle 1.